Culturel, hein? Agent culturel. J'appelle la réunion à l'ordre. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la session de travail de la ville de Belle-Baie, mardi le 11 2025. Bonjour encore une fois aux gens à la maison qui vont visionner notre réunion en différé. Ce soir, j'aimerais en profiter pour accueillir formellement 3 nouveaux employés à Belle-Baie, dont 2 sont avec nous ce soir. Premièrement, Dustin Aubé, puis je ne vais pas par ordre de priorité d'emploi, là. J'ai été selon la façon dont je les ai écrits sur ma feuille, donc prenez-le pas mal ou prenez-le pas trop bien si votre nom sort en premier. Dustin Aubé, directeur de sécurité publique. Dustin, un très beau CV. Il était ancien militaire, travaillé dans ce domaine-là avec les forces canadiennes. Il était aussi assistant-chef des pompiers à Bathurst. Dustin, bienvenue à Belle-Baie. Merci. On a aussi Michel Roy, ingénieur maintenant attitré pour la ville. On va avoir notre ingénieur in-house, comme on dit, excusez l'expression anglaise. Pas qu'on n'était pas satisfait du service de nos ingénieurs. D'ailleurs, on va encore les utiliser, mais c'est des fois, il y a des petits travaux, des choses que c'est beaucoup plus, plus facile lorsqu'on a les personnes sur place. Aussi, lorsqu'on va débattre de gros dossiers d'infrastructure, avoir une personne qui connaît la terminologie et le langage des ingénieurs, des architectes. On a un ici ce soir avec nous. C'est plaisant. Ça fait Michel. Bienvenue à Belle-Baie. On a aussi Jenny Morrison qui va agir à titre d'agente culturelle. Les réservations de différents groupes, peut-être des activités culturelles qui pourraient être organisées par Belle-Baie, puis d'autres activités à l'intérieur de Belle-Baie. On va aussi aider les différents groupes communautaires comme le Blues La Baie, Festival des Rameurs, ces différents groupes-là. Donc, c'est 3 nouveaux employés, 3 nouvelles positions qui vont être très, très, très utiles dans l'avenir pour Belle-Baie. Sur ça, Mme la greffière, est-ce que nous avons le quorum? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'il y a eu déclaration de conflit d'intérêt? Aucun. Point numéro 3. Demande de localisation de terrain, Pizza 13. Je passe la parole au... Vous avez la mauvaise réunion. Mauvaise réunion. Oups. Oh! Présentation, poste de police pour M. Sylvain Lagacé. Déjà, on va s'assurer que Michel a accès à cette présentation-là de A à Z. Salut, Sylvain. Là, bon, parfait. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je vais essayer de starter cette présentation-là. Je fais comment pour projeter là-dessus? Oh, ok. Ah, parfait. Vous pouvez utiliser ça comme une slide. Super. Bon, ben. Juste une seconde. Bon. Merci tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Lagacé, architecte et copropriétaire de la firme CLAD Inc. ou Caron Lagacé Architecture et Design à Bathurst. C'est ça. C'est qu'on a ici vous présenter votre projet de nouveau poste pour votre force de police, le BNPP. Je me suis fait dire tantôt que ça se peut que mes logos sont plus à date, là, ou que ça change de nom, mais ça, inquiétez-vous pas, on va updater ça, mais que le projet avance. Le but de la présentation ce soir, c'est vraiment de vous faire un survol sur le projet. Je sais que pour plusieurs personnes ici, puis même ceux qui écoutent à la maison, c'est votre première fois de visionner ces documents-là. Ça me fait plaisir de passer à travers. Ça devrait être assez bref. Je vais juste faire un survol du projet, puis après ça, on va avoir une petite période de questions. Mais honnêtement, gênez-vous pas, monsieur et madame les conseillers, ou n'importe qui a des questions, posez-les, puis j'ai pas de problème à répondre live, disons. C'est bon. C'est ça. Dans le fond, le but du projet, on a été embauché par la municipalité quelque temps en 2024, vers le milieu de l'année. La plupart de ce temps-là, au début, a surtout été
passé à travailler avec l'équipe des utilisateurs, dans le fond, les agents, M. Clavette, le chef de la force, dans le fond, on a travaillé ensemble avec un consultant en programmation pour les postes de police à élaborer le programme, dans le fond, les besoins de votre nouvelle force élargie. Puis ça, puis maintenant, ce soir, c'est essentiellement ça que ça va être, qu'on va vous présenter. La première question qu'on s'était posée, c'est essentiellement trouver un site pour le nouveau poste, là. C'est sûr qu'avec le territoire qui est agrandi, on s'était mis quelques critères de sélection. Le premier, c'est d'être près d'un noyau de densité de population, essentiellement. C'est que oui, vous avez un plus grand territoire, mais une des choses qu'on regardait, c'est où sont les gens. C'est que, dans le fond, comme c'est ça qui parce que essentiellement, plus qu'il y a de gens, plus qu'il y a d'appels, dans le fond. Ça fait que ça aide à trouver un terrain, positionner le nouveau poste, dans le fond. L'autre chose qu'on regardait, c'est avoir accès à un aqueduc municipal. On a des difficultés tout de suite avec le poste. On est sur un puits. Mais vous êtes sur un puits, ça amène des challenges au niveau de l'infrastructure. C'est un bâtiment qui doit être incombustible, qui doit avoir des gicleurs. Ça fait que on ne veut pas répéter ça. Ça limite aussi les secteurs qu'on pourrait avoir, on aurait pu choisir. Et troisièmement, il y a la possibilité de 2 accès sur le terrain. Puis ça, je vais vous expliquer ça plus tard, mais qu'on commence à parler du site, dans le fond. C'est qu'essentiellement, en travaillant avec la municipalité, il y a un site qui a été choisi basé sur ces critères-là. C'est sûr qu'il n'en reste pas tant, dans le fond, là. Ça fait que le site choisi est justement dans le fond, au nord du secteur de Beresford, dans le fond. Voici le terrain. C'est le nom de la principale, là, vous voyez l'épicerie Frenette là, qui est dans le coin. Là. Dans le fond, quand on parlait d'avoir 2 accès au terrain, c'est essentiellement avoir un terrain en coin pour avoir 2 accès. Puis l'idée, c'est que mais qu'on va aller sur... ça nous donne la possibilité de sortir, si jamais il y a, je sais pas moi, s'il y a quelqu'un qui fait je le mot en anglais, là, mais un riot, ou quelqu'un qui décide de barrer comme un accès, ça donne une autre façon de sortir du terrain. Là. Vous n'êtes pas embouteillé sur le terrain. C'est que ça, on a la principale, puis on a l'allée OB qui est comme adjacent au terrain, dans le fond, qui va nous permettre d'avoir ces 2 accès-là. L'autre chose qu'on a regardé, c'est aussi avoir un terrain qui est assez grand pour les besoins actuels, mais aussi les besoins futurs. On avait identifié un minimum de 3 arcs de terre, là, qui est 1,4 hectares, dans le fond, là, en métrique, pour ceux qui sont plus du côté métrique. Mais à la fin de la journée, le terrain qui a été choisi a plus que ça. Dans le fond, comme ça va nous permettre de faire d'autres choses avec le terrain ou peut future-proofer le projet, dans le fond. C'est ça. Ça, c'est à peu près l'étendue. Je ne sais pas exactement la ligne d'en arrière, c'est exactement là, mais on a au moins 3 arcs là, dans ce qu'on a besoin. C'est vraiment sur le terrain, là, je vais vous donner une idée vite faite, on va aller plus en détail, ça donne à peu près ça, la grosseur du bâtiment que vous voyez avec l'aménagement autour du stationnement. Bon. Maintenant, ce que vous voyez, c'est un peu la même chose en plus proche. On va parler du bâtiment par après. On a le bâtiment, on a le site comme tel, la proposition de développement. Il y a quelques morceaux dans le fond. Premièrement, on a l'entrée principale, qui est la petite flèche rouge qui est sur la rue principale, dans le fond. On a l'entrée secondaire qui est sur la rue OB, ou l'allée OB plutôt. Sur le plan, on a un emplacement de stationnement public, des cases accessibles, stationnement pour les employés également et des cases accessibles, stationnement pour patrouilleurs à l'arrière. Ça veut dire comme le survol du projet, dans le fond, c'est un peu ça que ça nous donne. Vous voyez la rue principale, l'allée OB. Encore là, c'est la même entrée principale, l'accès secondaire, stationnement public, employés et pour les patrouilleurs à l'arrière. Si on continue, on a maintenant les entrées pour le bâtiment. C'est sûr que c'est une fonction assez complexe de bâtiment. Il y a plusieurs types d'utilisateurs et plusieurs personnes qui vont là. On a donc besoin de plusieurs différents accès. On a l'entrée principale et l'entrée du public. Monsieur, madame, tout le monde qui a plein d'affaires, etc., va utiliser l'entrée publique normalement. On a une entrée pour les employés. Ça, c'est autant les employés en civil avant leur corps de travail que tout le staff administratif, etc.
On a une entrée carcérale. L'aile d'en arrière, vous allez le voir, c'est une aile, essentiellement un bloc de cellules, dans le fond. C'est une entrée carcérale qui est, si tu as besoin d'aller, pour une raison ou une autre, voir quelqu'un qui est emprisonné, un avocat qui va aller parler à son client, ou même ceux qui vont faire des tests d'empreinte digitale, là, ça peut être utilisé dans ce secteur-là. Puis finalement, on a l'entrée pour les patrouilleurs. On a aussi un garage transversal qui fait, sur la section dernière, vraiment un garage qui peut garder 2 voitures prêtes à répondre à un appel. On a un garage sécurisé, qu'on appelle communément le Sallyport, là, dans le fond. C'est que tu rentres là avec un suspect dans ton véhicule, puis c'est connecté directement au bloc de cellules, dans le fond. À l'extérieur, on a une fourrière pour quelque chose qui est saisi, dans le fond. Et finalement, une génératrice avec fuel qui vous devrait donner à peu près 24 heures d'autonomie pour le projet que vous avez là. C'est que si on fait un survol, encore là, plus visuel, dans le fond, on a, ça c'est l'entrée principale, avec l'aménagement proposé, l'entrée des employés, qui est à peu près dans le centre, l'entrée carcérale de la prison. Ça, c'est l'arrière. C'est qu'on a l'entrée pour les patrouilleurs. Vous allez voir pourquoi c'est comme en arrière tantôt, là. L'entrée, le garage transversal, le garage sécurisé, la fourrière et la génératrice. Bon, maintenant c'est le bâtiment. C'est qu'essentiellement, on a 2 ailes dans le projet. On a l'aile administrative qui est à l'avant, l'aile carcérale qui est en arrière. On a les entrées que je vous ai déjà toutes énumérées au début, puis on a les escaliers et les ascenseurs. On a choisi d'aller avec un demi-sous-sol, pas un demi-sous-sol, un sous-sol dans la moitié du bâtiment. C'est avec l'aile administrative en avant. Oh, pardon. Il y a un plein sous-sol en dessous de ça que je vais vous montrer dans pas long. Ça fait que, juste vite fait, dans le bloc administratif, on a vraiment l'administration, ça c'est réception, l'accueil, les salles d'entrevue, salles de bain, storage pour les filières, dans le fond. On a les bureaux exécutifs, avec le bureau du chef, chef adjoint, un bureau d'enquête spéciale sur une équipe d'enquête, des salles de réunion centrales. Le but, c'est on a 2 salles de réunion ou une grande. L'idée, c'est d'avoir un mur, une partition entre les 2 qui peut être ouverte au besoin, avec tout l'équipement vidéoconférence que ça prend pour ça. On a la section des patrouilleurs, comme vous voyez que l'accès est en arrière. Ça, c'est vraiment 6 workstations pour 6 patrouilleurs en même temps, un quart de travail, dans le fond, plus le bureau du surintendant, dans le fond. Le dépôt de nuit, ça, c'est vraiment pour les exhibits quand les patrouilleurs arrivent, dans le fond. Le vestiaire, homme-femme, une cuisinette. Ça fait le tour de l'aile administrative. Dans l'aile carcérale, on a les salles d'entrevue. C'est une salle d'entrevue sécurisée qui est dans le bloc, dans le bloc de cellules derrière. Salle d'entrevue qui est, j'appelle, plus soft, là, dans le fond. Une salle d'observation, puis la salle s'appelle contrôle d'identité. Là, c'est là que quelqu'un va pour faire les empreintes digitales, etc. On a le bloc de cellules, 4 cellules. On a la session de garde du gardien là-dedans. Une place pour les téléphones, une salle pour faire l'alcoolomètre. Je m'excuse si j'ai scrappé le mot. Puis la décontamination, essentiellement une douche. Le local des exhibits spéciaux, ça c'est vraiment pour s'il y a quelque chose qui est saisi, qui est assez gros, volumineux, ou que une senteur, tu veux pas avoir ça dans le bloc administratif avec le reste des exhibits. Ça va être une salle spéciale dédiée à ça avec son propre système de ventilation. On a le garage sécurisé, comme que je disais tantôt, c'est que dans le fond, tu as accès, tu rentres avec le véhicule, tu peux sortir ta personne puis l'amener directement dans le bloc de cellules au besoin. Le garage transversal, qui va être aussi équipé pour pouvoir laver vos voitures. Là. C'est toute la pratique un peu, là. Surtout avec le sel et l'hiver. Aussi, qu'il y a quelqu'un qui fait un mess là, dans la voiture, ça arrive. Puis pour ça, tu as les espaces de service, salle de bain, rangement, etc. Là, la conciergerie. Ça fait le tour pour le premier étage, qui va être tout au même niveau. On avait exploré 2 niveaux au début, là, mais là, ça va être plus facile. C'est tout au même niveau. Puis l'entièreté aussi du bâtiment, j'ai oublié de le mentionner, là, parce que ça va être du soi, mais il est complètement accessible. On va avoir un ascenseur qui va relier le sous-sol puis le ground, là, dans le fond, l'étage du niveau. Et au sous-sol, encore là, comme vous allez voir, il y a des espaces qui ne sont pas finis, mais quand même quelques
espaces qui vont être utilisés. Là. Sur la salle d'entraînement, un gym pour les employés, l'armurerie, service pour les bâtiments, salle électrique, salle mécanique, salle pour l'ascenseur, une petite salle de bain. Puis le reste va être dédié à des espaces futurs. C'est que pour tout de suite, ça ne sera pas nécessairement aménagé dans le projet, mais ça va vous permettre, si jamais il y a d'autres choses, d'autres espaces que vous avez besoin dans le futur, ben là, comme ces espaces-là vont être libres, puis pour les réaménager plus tard. C'est bon. Maintenant, on va regarder plus de couleurs, dans le fond. Sur ça, les images ou, dans le fond, les élévations extérieures proposées pour le bâtiment, juste pour vous donner une idée, des choix de fini, dans le fond. Bien sûr, dans la maçonnerie, là, il reste que le bâtiment, il faut qu'il soit non combustible. Ça veut dire, puis c'est quand même, un poste de police, c'est sécurisé, là, c'est pas quelque chose qu'on bâtit souvent. C'est pour cette utilité-là, la maçonnerie est probablement la meilleure option à long terme, dans le fond. Puis c'est sécure, dans le fond. Tu peux pas. C'est assez difficile de passer à travers la maçonnerie. Dans les hauteurs, on a ajouté des panneaux métalliques en fini bois. Ça amène un peu de légèreté au projet. Mais à la fin de la journée, c'est quand même juste un panneau métallique parce qu'on ne pourrait pas mettre du vrai bois à cause de la nature incombustible du bâtiment. Puis on a des accents couleurs en bleu, là, parsemer un peu, faire du color blocking qu'on appelle sur la façade extérieure. Puis finalement, il y a des panneaux composites là, pour l'entrée principale qui fait un petit peu plus d'attrait, mais ça, c'est vraiment localisé à cette section-là. C'est ça que ça donne comme projet. Je ne sais pas si... En résumé, je suis sûr que vous avez des questions. Là. En résumé, on a une empreinte au sol d'à peu près 11 500 pieds carrés. C'est-à-dire le tour de la fondation, comme que vous le voyez là. Le sous-sol de 6 800 pieds carrés, là, dont je dirais plus que la moitié encore va être pour des espaces futurs. Avec une superficie utilisable d'environ 1800 pieds carrés, c'est sûr qu'il y a un penthouse mécanique au-dessus, là, qu'on n'a pas compté dans les pieds carrés, mais il ne sera pas utile pour vos besoins, dans le fond. C'est plus pour le besoin du bâtiment. Questions? Avant d'aller aux questions, je veux juste m'assurer que Ronnie, tu es censé être à distance. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, j'entends bien le message, ouais. OK. Comme ça, on va passer aux questions. Monsieur, madame les conseillers, avez-vous des questions pour Sylvain? Anne? Si je peux me permettre, Sylvain? Oui. Tu dis que la génératrice est bonne pour 24 heures? Ouais, c'est ça. Comment je dis ça? Normalement, tu serais supposé de mettre quelque chose qui est bon pour 3 jours? Ça dépend de... Ouais, puis généralement, j'aurais pas dû dire. Là, comment je dis ça? Il va falloir regarder c'est quoi que les normes recommandent vraiment. Puis la grosseur de la génératrice, c'est pareil. Ce qui reste, c'est la grosseur de la tank de fuel qu'on appelle. Là, le fuel diesel. C'est propane, non? Ça dépend. Ça dépend des choix qu'on va avoir à faire. C'est ce qui arrive, dans le fond, c'est qu'au propane... La grosse différence, c'est que la capacité, la force de la génératrice, dans le fond, comme au propane, est assez limitée. C'est-à-dire qu'il faut diviser les circuits dans le bâtiment puis choisir comme des circuits. On va faire ça dans une maison, dans le fond, ce que tu dis, mais cette grosseur-là, je suis juste curieuse parce que ton poste de police, c'est quand tu as une panne d'électricité, c'est l'endroit où il se passe le plus d'action. Oui. Mais on devrait être bon pour l'avoir plus que 24 heures, tant qu'à moi. Ouais, c'est moi qui s'est mis les pieds dans les plats, là. Comment je dis ça, là? OK. je te laisse avec ça. La grosseur du réservoir va suivre les normes en vigueur puisque vous allez avoir besoin, dans le fond. L'autre question... C'est rare qu'on voit plus que 24 heures, dans le fond. Là. Ça fait juste... Mais du fait que c'est le building d'urgence, ouais. OK. Yep. L'autre question, c'est est-ce qu'on a prévu un endroit pour un compound fourrière à l'extérieur pour des choses qui ont été saisies, des autos, y a-t-il quelque chose à l'extérieur? Oui, sur le plan, il y a une section, puis honnêtement, comme elle est assez petite, là, je vais vous avouer. Il faudrait que c'est extérieur, non? Oui, c'est extérieur, oui. Je vais vous montrer vite fait. Dans le champ quelque part? Juste ici, là, vous le voyez dans le coin, là, il y a une gate pour certains items, mais ce qu'on a... il y a un peu d'évolution dans le design aussi. Okay. On a eu des discussions ce matin, c'est que ça se peut qu'on va vous fournir une plus grande zone avec une plus grande clôture. Dans le fond, c'est que toute la section arrière va être... Mais
Ouais. C'est une saisie de voiture ou de ci ou de ça ou des choses volées. Ouais, c'est ça. À l'intérieur, c'est pas une place. Vous êtes idéale. assez thématique. Là. On a eu justement des discussions en matin pour. Oh, excusez. non, c'est bon. Fait que, on va faire des petits ajustements qui ne devraient pas être substantiels au projet, là, justement pour pouvoir accommoder ça, là, dans le fond. Puis ma dernière question, si je peux me permettre. Oui. Stationnement. Oui. Comment d'employés, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de stationnement, il y en a 19, je pense. Ouais. 19 plus 4. Ouais. Comment d'employés qu'il y a en tout temps, parce que c'est employé et public, Oui. je trouve qu'il n'est pas grand. Oui. Bon, on est allé avec les besoins qui nous avaient été identifiés. Là. Je ne sais pas si le chef Clavette peut. Oui, si je peux ajouter, avec les stationnements sur le côté sud, Oui. qui donne sur la rue Aubé, puis justement, si tu fasses ça, sur le côté sud, où est-ce qu'on voit sur la rue Aubé, et en arrière. Vous voyez en arrière, il y a peut-être 12 voitures de police. Là. Oui. Il ne va pas avoir 12 voitures. Là. C'est Donc, juste pour les bienfaits du dessin. Là. Ah, OK. C'est du stationnement que nous autres, on va être capable d'utiliser aussi. Là. Ça fait qu'avec qu'est-ce qui est en rouge sur le côté sud, c'est-à-dire sur le côté de l'allée OB, pour le public, puis pour les employés, ça serait suffisant avec aussi qu'est-ce qu'il y a en arrière. Parfait, merci. C'est juste en tout cas qu'il y a beaucoup de gens qui ont à faire des plaintes. D'accord. Merci de l'éclaircissement. Et des rassurants, le chef disant qu'il n'y a pas 15 voitures de patrouille. D'autres questions? Annick. J'ai oublié, Anne avait répondu à ma question, c'est pour le stationnement. Je voulais dire beau travail, c'est vraiment bien fait, je trouve que ça a bien été pensé. Puis, c'est juste ça. Ma question, c'est que le stationnement public et employé pouvait être utilisé, genre, tu sais, pour les deux, là. Ça avait été désigné séparé au début, là. C'est ça que était ma question. Ça a été désigné, je l'ai séparé juste pour le bien de l'exercice. Oui, montrer qu'il y en avait assez, là, mais la réalité est qu'il ne va pas de stationnement nécessairement assigné. Là. OK, donc, un public pourrait se parquer sur la rue haute. Oui, il n'y a vraiment pas de problème. Je dirais, sauf les stationnements qui sont à l'arrière, qui vont être réservés aux véhicules de patrouille, qui risquent, avec les discussions que j'ai eues ce matin, d'être d'un enclos séparé de toute façon. Là, c'est les seuls stationnements qui ne seraient pas accessibles à tout le monde. Ouais. Parfait, beau travail, merci. D'autres questions, commentaires? Olivier. Je voulais savoir s'il y avait une pièce qui était prévue pour tout ce qui est surveillance, style caméra ou technique. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas eu le temps de la voir, peut-être? Oui, puis encore là, c'est dans le sous-sol. Dans le fond, il va y avoir une salle électrique pour tout l'équipement. Là, puis juste sans rentrer dans les détails, là, on est allé assez vite là, dans le survol du projet, là, mais l'idée est d'avoir, dans le fond, les services électriques, là, qu'on parle de partir du chemin principal au coin, en haut à gauche que vous voyez, dans le fond, se décoller d'un poteau de téléphone de ce coin-là, puis rentrer sous la terre, dans le sous-sol directement, puis les équipements vont être installés au sous-sol. Puis même, je vous dirais qu'on a juste... Ces documents-là datent de vendredi, là. On a été obligé de faire des ajustements face à ces pièces-là, c'est assez grande pour ces équipements-là. Parce qu'il reste qu'il y a quand même plusieurs systèmes, les systèmes de caméra, les systèmes de porte, les systèmes de... C'est assez complexe, là, comme infrastructure IT qu'on appelle. Là, ça. Yeah. Madame Larivière. Beau travail aussi. C'était facile à suivre c'était très bien. On prévoit le début des travaux quand? On serait supposé d'aller en appel d'offres d'ici 6 semaines, à peu près, 4 à 6 semaines. C'est ça qui est le plan, là. C'est ça qui est le plan. Oui, comment je dis ça? L'idée, c'est d'avoir une construction cet été quelque temps. Oui, la construction cet été, puis la terminaison l'été 2026. Yep. Puis, j'ajouterais dans les 2 salles de conférence que vous avez vues, lorsque le mur amovible, ça devient le centre de commandement d'urgence, notre centre de mesure d'urgence. Alors, c'est ça qui est planifié. On utilise des énergies vertes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Dans le fond, on n'a pas... je ne sais pas dans quel détail mécanique vous vouliez aller. Là. Le plan, tout de suite, c'est d'utiliser la géothermie pour le chauffage du bâtiment. Encore là, d'où la grosseur du terrain. C'est qu'il va falloir travailler... on a du terrain en masse, là, parce que ça va prendre probablement une vingtaine de puits géothermiques, dans le fond, là, pour faire le chauffer. Puis on va voir, au niveau du budget, l'idée, c'est de planifier
la possibilité de panneaux solaires sur la toiture. C'est que là, après ça, vous autres, vous allez pouvoir décider, ben, c'est soit qu'on l'inclut au projet, parce que j'ai quand même un avantage capital, dans le fond. Oui, tu le payes tout de suite, mais tu sauves. Ça va faire partie de l'étude qu'on va regarder, mais au moins, il y a deux choses. C'est que si jamais on ne le fait pas tout de suite, la structure va être prête pour le prendre, puis l'infrastructure électrique va être prête pour le prendre, dans le fond. C'est ça. Puis oui, on a une façade au sud, ce serait parfait pour ça, dans le fond. Moi, je suggère de le faire, mais ça va être les décisions à la fin, là. Au niveau plus capital, vous savez ce qu'on vous faites ou pas, mais oui, c'est ça. Sinon, de façon générale, on parle d'un bâtiment moderne, pas dans le sens de l'architecture moderne, mais dans le sens qu'il est neuf, là, dans le fond. Ça va être... on a des nouvelles normes au niveau du code du bâtiment, au niveau du code d'énergie qui vont être suivies. Ça fait qu'on parle quand même de quelque chose qui va être extrêmement efficace au niveau de l'utilisation. Ça fait que ça. D'autres questions? Commentaires? Merci, Sylvain. Merci, Sylvain. Merci. J'ai oublié de dire merci tout à l'heure. J'ai manqué Anne. Non, j'ai oublié de dire merci tout à l'heure. OK. Beau travail. Merci. 4. Proposition d'arrêté. 4.1. Arrêté relatif à l'interdiction de stationnement de nuit de véhicules récréatifs dans les stationnements publics de la municipalité de Belle-Baie. Monsieur le directeur. On a attaqué avec le comité des arrêtés des éléments dont on a reçu plusieurs plaintes l'été passé. On a reçu des plaintes au niveau des stationnements au quai, soit par des citoyens, soit par les marchands. On a eu des plaintes au niveau des feux d'artifice et on a eu des plaintes au niveau des feux plein air qui n'avaient pas nécessairement les mêmes règlements dans toutes les régions. Puis les feux d'artifice, c'est un arrêté qui est difficile d'être applicable. Donc, on s'est dit, pour être prêt pour l'été, on va les attaquer. Donc, on a présenté les 3, mais les feux, on attendait l'arrivée de M. Aubé parce que ça implique beaucoup son secteur au niveau de la gestion. On a aussi également travaillé avec le corps de police au sujet de la section des amendes. On peut donner des amendes là, si on suit le PAPA là, qu'on appelle. Il y a une fréquence là, de... Madame la greffière, c'est quoi? 140 à... Oui, 140 à 240, si je me trompe. Ouais, 140 à 240. Donc, ça a un petit peu plus de mordant comme amende que le 25 ou 50 $ qu'on pouvait donner auparavant. Donc, le premier arrêté qu'on a passé avec le comité, c'est l'arrêté relatif à l'interdiction du stationnement de nuit des véhicules récréatifs dans les stationnements publics de la municipalité de Belle-Baie. Donc, on a identifié les régions, stationnement dans les plages publiques, comme c'est présentement le cas à Beresford, dans les parcs municipaux, dans les quais publics, puis les extrémités des rues qui mènent à une plage ou accès à une plage. On a eu plusieurs plaintes l'année passée dans le secteur de Petit-Rocher qu'il y en a qui s'installaient au bout de certaines rues. Puis ils étaient carrément sur le parterre du citoyen. Puis ils étaient là pour plusieurs soirs. T'sais. Le quai, je m'en souviendrai, il y en a qui s'installaient de façon perpendiculaire au stationnement. Ils prenaient 8, 9, 10 stationnements. Ils s'installaient là pour une semaine et demie. Il y avait même des cordes à linge. Puis j'ai eu le propriétaire du secteur du quai qui est venu me voir quelques semaines passées pour savoir si on allait, entre autres, adresser la situation parce qu'ils utilisent les poubelles du restaurant, ils utilisent les salles de bain également. Donc, ça crée des dépenses additionnelles aux commerçants. Puis, on pénalise nos terrains de camping également. Alors, l'année passée, vous nous aviez demandé de faire une action, mais il était trop tard, il était rendu au mois d'août. Donc, on vous présente cette ébauche de l'arrêté qui, simplement, on interdit le stationnement de nuit, puis qui sera ensuite administré par le corps de police
Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet ou... Vous des questions pour M. le directeur? Je voudrais juste apporter une petite nuance avant. Le quai, vous savez qu'il sera encore plus achalandé cette année avec tous les containers des arts. So, il va y avoir plus d'achalandage, puis le stationnement est quand même limité. Puis, on a rencontré aussi l'administration portuaire. Puis eux, ça les dérange lorsqu'il y a... C'est leur environnement de travail. Puis, c'est correct, là, juillet, août, mais quand ça commence mai-juin, c'est les 2 mois très achalandés au quai. Puis, il y en a qui se stationnent un peu partout. Ils cherchaient peut-être à avancer la barrière. Ils cherchaient à mettre peut-être des clôtures. Donc, il y a de la grogne, surtout ce secteur-là, là, de plusieurs groupes d'usagers. Puis, le site va être encore plus achalandé avec ce qu'on va faire cet été. Donc, j'ai oublié d'ajouter ça, M. le maire. Des questions. Gaston. Oui, non, c'était juste voir s'il y aurait pu avoir la possibilité qu'on identifie comme, quand c'est le temps des festivals, comme de vendredi de 6h à dimanche à 6h, comme les 2 festivals puis le 15 août. Juste ce temps-là, c'est plus dur à contrôler, j'imagine? Ben, ça va créer du mécontentement pour les commerçants qui ont besoin des terrains de stationnement pour leurs clients. OK. C'est juste voir. Merci. Marie. J'imagine qu'on a déjà préparé les affiches ou les commander ou les installer pour que les gens soient bien au courant, que ça soit vu, cette interdiction-là. Ben, si vous l'approuvez, les 3 lectures, on va faire des achats après, oui. Mais c'est juste que ça soit prêt. Ça va être prêt. Ça, c'est pas de problème. Ça prend une semaine, là. D'autres questions? Oui. Gaston? Et quand on va faire ça, serait-il possible de mettre des affiches puis expliquer où est-ce qu'il y a les campings dans la région? Oui. Et aussi qu'ils peuvent stationner dans la cour de l'aréna si on les permet. Mm-hmm. De l'aréna, ils peuvent marcher au quai ou marcher dans le village. Là. C'est un peu comme Bassford, je pensais ça, c'est dans la cour de l'aréna. On pourrait peut-être identifier dans nos affiches qu'il y a du stationnement pour... Je ne sais pas si on veut... On peut, mais... on enlève quand même la business de nos campings locaux. Là. Puis l'aréna à Beresford, c'est le site de vidage aussi. Si on ne voudrait pas... je ne sais pas, dans le passé, je vais m'accandrer parce qu'ils ont été les premiers à instaurer le règlement. Nous autres, il y avait le droit de stationner là, mais c'était pour overnight. Là. C'est pas, excusez l'anglicisme, ils ne pouvaient pas rester là pour la fête de semaine. C'était vraiment si tu t'en venais de, je sais pas, Québec, puis tu étais rendu à Beresford, puis là, tu arrêtais. Mais de rester là pendant plusieurs jours, puis sortir ton haut-ventre, toutes ces choses-là, c'était pas permis. Juste la différence, c'est qu'on a des gros festivals, là, puis on veut que les gens passent du temps dans la région. Des exemples qu'on a eus, comme l'année passée, que tu as du monde qui passait avec des motorisés, puis je sais qu'on ne veut pas là, mais si on les stationne à quelque part d'autre, ils ne vont pas les stationner au camping à Merwood puis marcher au centre, ou bien à Bassford puis marcher au centre du village quand on a nos activités. Là. J'essaie juste de trouver une manière qu'on peut accommoder ces touristes-là qui passent. Car nos campings sont pas mal assez pleins pareil, parce que tu as 85 %, je pense, c'est du local. Ça fait que c'est juste de trouver une manière comment garder nos touristes qui passent dans la région, c'est juste les accommoder un peu. Merci. On pourrait travailler avec les groupes des festivals, en collaboration avec eux pour voir, en partenariat avec eux, s'ils veulent utiliser l'aréna pour la fin de semaine, ben, on permettrait, puis eux en feraient la promotion. Là. Mais on pourrait trouver une solution. J'allais exactement dans cette direction-là. Je suis d'accord avec vous, parce qu'à Beresford, c'était un problème. Ils s'installaient, chaises de l'âne, tout le kit, le barbecue pour une fin de semaine, puis ça empêchait l'achalandage des gens qui venaient. Mais j'aime l'idée de M. Gaston que seulement pour les festivals, une permission, peut-être dans la cour de l'aréna, puis à part de ça, que ça puisse encourager les campings locaux. Je suis d'accord avec ça. Merci. Ouais. Joël.
Merci. On s'était posé la question au niveau du comité, dans ces cas particuliers-là, comment est-ce qu'on peut faire pour faire un arrêté qui sera applicable et gérable également. Donc c'est ça qui avait été soulevé de voir avec les discussions qu'on avait eues sur les groupes organisateurs. Donc là, c'était plus gérable, donc ça avait été discuté au niveau du comité. Ouais. J'ai pris les notes là, pour faire un suivi avec les comités des festivals. Êtes-vous à l'aise que la semaine prochaine, on passe l'arrêté? On fait les 2 premières lectures? OK. On aura un avis pour le festival. Pas nécessairement dans l'arrêté, on va travailler avec les comités. Ouais. C'est... Plus d'autres questions? Anne? Vous avez parlé des feux de plage. C'est quoi? On va l'adresser dans une prochaine réunion. Ah, OK, merci. On n'est pas prêt encore. OK. Ouais. La directive, c'est d'apporter l'arrêté à la prochaine réunion, mais entre-temps, de communiquer avec les organisateurs de différentes activités qui pourraient de temps à autre avoir besoin d'endroits pour les touristes qui veulent passer une journée. Donc, on va essayer de faire des arrangements à côté. Oui. Parfait. Parfait. Ronnie, avais-tu des questions? Non, c'est parfait, ça, là. Peut-être le comité qui a passé cet arrêté-là, puis je pense qu'on a tourné pas mal toutes les choses que vous avez mentionnées, là. OK, merci. « 4.2. Arrêté relatif à l'utilisation des feux d'artifice de la municipalité de Belle-Baie. » Puis là, je passe la parole à Dustin. On lui met les... Non? On va lui donner une chance. Il a une chance? Ah, OK. Moi, j'étais prêt à lui mettre les pieds dans le chardon tout de suite. Non, on va le faire ensemble là, avec moi et Dustin. C'est ça, on a beaucoup de plaintes sur les feux d'artifice. Allô? Ronnie? Oui, j'entends bien. OK, c'est bon. On a beaucoup de plaintes sur les feux d'artifice que... il y a des feux d'artifice sont interdits, puis il y en a qui ont des événements spéciaux, puis il y en a qui se plaignent parce qu'il devrait y avoir des feux d'artifice. Puis je vais vous dire, un arrêté, il faut que ça soit applicable. Puis si on ne peut pas le mettre si on ne peut pas l'appliquer, ben c'est pas un bon arrêté. Donc l'approche qu'on a prise avec le comité, c'est de permettre des feux d'artifice, mais il y a une procédure à suivre. Puis la procédure, il y a de l'éducation aussi. Il y a de l'éducation à faire auprès de l'usager. Il faut qu'il obtienne un permis. Le permis est gratuit, mais il y a une visite au domicile de la personne qui veut faire des feux d'artifice. Alors, puis on est conscient que les feux d'artifice, c'est controversé. Il y en a qui ont des animaux. Moi, j'ai un petit chien. Moi, j'ai des feux d'artifice à tous les soirs, à Pointe-Verte. Puis plus qu'un. So, à un moment donné, j'ai appris que mon chien, je le mets en dedans après 7 heures. Sinon, je le perds la soirée. Il y en a qui sont allergiques, il y en a qui ont des problèmes d'audition. Mais vivant sur le bord de la côte, ça fait partie un peu des mœurs de la communauté. So, on a dit, au lieu de se battre, on va l'encadrer avec de l'éducation. Alors, le comité a proposé ce qui suit. Puis c'est là que je vais laisser mon... As-tu une copie papier ou... Tu peux y aller sur la procédure. Hein. Sur la procédure, oui, absolument. Donne-moi 2 petites secondes que je me retrouve. Donc, la procédure, c'est que on demande à tout le personnel et les organisateurs des feux d'artifice qui souhaitent avoir une demande faite par écrit par le comité par le service de sécurité publique, au moins 15 jours avant l'événement comme tel, pour que ça soit révisé, inspecté, faire sûr que c'est vérifié. Dans la demande aussi, il va y avoir la date, l'heure, l'emplacement, ainsi que le type de feu d'artifice, puis les mesures à prendre en cas d'urgence quelconque.
Aussi avoir une personne responsable sur les lieux. Et aussi, une petite seconde, de suivre les consignes météorologiques de la province et de feu de la province aussi. Donc, si on est dans le rouge, on ne peut pas s'en servir parce que c'est trop dangereux pour avoir un feu de forêt qu'on veut essayer d'éviter autant que possible. Ainsi que si c'est dans le jaune, mais c'est seulement après les 8 heures le soir qu'on peut avoir le feu. Puis, il est interdit, bon, s'il n'y a pas l'autorisation du directeur de la sécurité publique, c'est interdit. Après 11 heures, c'est interdit. Puis, comme M. Aubé a dit, c'est l'indice des feux de, feux de forêt et dans le rouge. Seule la population ne comprend pas ça. Population, là, le nombre d'appels qu'on reçoit à la réception pour savoir est-ce qu'on peut faire, on peut faire un feu à soir? Non, c'est rouge. Tu sais, ouais, ben, je suis pas en forêt. Fait rien. Même si c'est dans la subdivision Foulem, c'est rouge, c'est interdit. Puis les feux d'artifice, je peux vous dire, les gens ne comprennent pas ça. Parce que quand je vous dis, il y en a 2, 3 tous les soirs à Pointe-Verte, là, ben, vous savez, l'été passé, on était dans le rouge une bonne partie de l'été. Là. Donc, c'est de l'éducation à faire. T'sais. Puis c'est aussi, on mettrait des affiches dans les points de vente sur notre territoire qui indiqueraient que si vous achetez des feux d'artifice, là, vous devez communiquer avec la municipalité pour puis ça donne une présence soit à M. Aubé ou aux pompiers des brigades d'aller faire, c'est un exercice de PR aussi, d'aller chez les citoyens, puis d'expliquer, puis de voir, et ainsi de suite. Puis, vous savez, on a eu une situation l'année passée pour le 15 août où est-ce que les vents allaient vers le quai, puis il y a eu des étincelles qui ont été dans les bateaux. Avoir une procédure comme celle-ci qui est expliquée, on aurait indiqué ben, les feux doivent être dirigés dans telle direction à cause de la direction des vents, et ainsi de suite. Puis on était chanceux qu'il n'y ait pas eu un incident majeur qui serait produit l'année passée. Donc, je ne sais pas si les membres du comité ont des points. Il y avait Charles, Ronnie, puis Joël, c'est des choses à ajouter. Joël? Oui, c'était au niveau de l'approche. Donc, c'était. Parce qu'au début, le permis, on s'était dit pour pas que ça soit trop compliqué, mais comme disait Paulo, vraiment de sensibiliser. Il y a des questions qu'on s'était posées, comme par exemple, j'ai prévu de faire un feu dans 15 jours, mais il mouille. Est-ce que je peux le tirer 2 jours plus tard? L'idée, c'est de pas d'être très rigide à appliquer bêtement la condition du permis, mais c'est de sensibiliser. C'est surtout d'éviter qu'il y ait un incendie qui démarre et qu'on gêne les voisins. Donc c'est le but c'est l'approche qu'on a pris avec le comité, mais le terme permis, c'est éduquer, sensibiliser, puis pas se casser la tête et le bien vivre ensemble, en fait. D'autres commentaires ou questions? Peut-être, j'ai vu ça quelque part, il y avait des cadrans qu'on peut mettre un peu partout sur le long de la côte avec qui nous indiquent si on est dans le jaune ou dans le rouge ou dans le vert. C'est-tu possible de faire quelque chose de ce genre-là? Oui, ça serait intéressant. Que les gens, au moins que tu dis qu'ils ne savent pas, ils auraient accès, ils verraient ça. Oui, ben, oui, ça change à 2 heures tous les jours. Ça change, oui. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Là. C'est encore de l'éducation. On peut utiliser nos panneaux électriques, d'affichage électrique. Puis on a l'intention d'en avoir un à Robertville. Oui. Oui, ça serait quelque chose. L'été, là, définitivement, oui. Juste une suggestion. Oui, non, c'est très bien. Gaston? Aussi, peut-être rencontrer ceux qui vendent les feux d'artifice. Peut-être qu'eux autres pourraient avoir des genres de petits pamphlets que quand ils vendent un feu, que l'information vient avec. Là. Oui, c'était ça notre intention de le faire sur le territoire. Je sais que Walmart et Canadian Tire en vendent aussi. On verra avec leur gérant s'ils acceptent d'avoir ce dépliant-là chez eux. Là. D'autres questions? Joël? Et puis j'avais un autre point par rapport au commentaire d'Anne sur l'indice des feux. On en a regardé au niveau des feux en plein air. Puis c'était précisé qu'on a tenu compte des différentes caractéristiques des quartiers au niveau de la municipalité. On a des quartiers qui sont plus densément peuplés, on a des quartiers ruraux. Donc on regarde ça aussi au niveau du comité des arrêtés, de ne pas faire une politique. On regarde l'ensemble du territoire. Donc c'est pour ça que c'est un exercice qu'on essaie de le faire le mieux possible avec les membres du comité. Ça va bien. Merci. Autre chose?
Pas de question. On a aussi, durant la réunion, parlé de possiblement d'utiliser les médias pour éduquer les gens, pour leur mentionner que le nouvel arrêté est là. Puis le but, c'est pas de complètement arrêter les feux d'artifice. Encore une fois, c'est pour encadrer de sorte à ce qu'on puisse vivre en société puis que les voisins ne sont pas trop alarmés lorsqu'ils attendent des coups. Sur ça, je vais prendre l'occasion de vous informer que le site web il sera actif à partir de vendredi. On ne fait pas de pompe et on fait pas. C'est pas un party, là. Mais on va l'annoncer sur Facebook, le site web. On a une étudiante stagiaire qui est en train de le nourrir présentement. Les procès-verbaux des réunions, les liens YouTube des réunions, les arrêtés qui sont en vigueur, nos politiques qui sont en vigueur. Puis, vous allez voir, il y a une section nouvelle, il y a une section pour les avis pour de rezonage qui sont actifs. Donc, l'objectif, c'est de grandir le site web au fur et à mesure. On l'a nourri avec les éléments qu'on avait déjà en PDF, et ainsi de suite, mais il y a des onglets qui vont s'ajouter, il y a des options de menu qui vont s'ajouter. Donc, le 14 là, de mars, là, ça va être live. Ah ben, félicitations. Oui, ça fait un bout qu'on y travaillait, mais on voulait qu'il y avait assez de contenu pour que ça valait la peine pour dire qu'il serait live. Question, Ronnie? Correct? Non, félicitations. On est bien contents. Point 5, le plan municipal. Nouveaux objectifs. Monsieur le directeur. OK, on avait discuté à la dernière réunion. Le plan municipal, la manière qui est conçu, il est très technique, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de vision. Parce que nous, comme municipalité, on veut être dans 15 ans. Okay? Puis on a eu cette discussion-là au niveau de la population, puis au niveau de... moi, j'avais donné comme exemple 3. Population, les biens non résidentiels, puis les parcs industriels. Puis il faut comprendre que c'est comme un chaînon, c'est comme une roue. Puis chaque élément va avoir un impact sur l'autre élément. Comme exemple, si on agrandit le parc industriel puis on le remplit par des entreprises manufacturières, bien, ça va apporter des emplois qui sont rémunérateurs, qui va apporter des familles à s'installer dans la communauté, qui va augmenter la population et qui va développer un besoin au niveau des commerces pour répondre aux besoins des citoyens, parce qu'on a plus de volume. Exemple, on a besoin des restaurants. Okay, ça, c'en est un, c'est clair. Des restaurants, est-ce que ça va créer de l'achalandage nécessaire pour avoir un complexe sportif, le projet qui nous a été présenté? Donc, tout ça, c'est interrelié. Mais il manque ça dans le plan municipal. Puis je vous ai demandé, sous des formes d'objectifs SMART, là, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps, si on dit dans 15 ans, dans 15 ans, c'est en 2040, où est-ce qu'on veut être? Ou dans 10 ans, où est-ce qu'on veut être dans la population? On est quasiment 15 000. Si on ajoute 300 personnes de plus par année, pendant 10 ans, ça fait 3 000. Est-ce qu'on veut être une ville de 18 000 habitants? On a 4 à peu près de notre assiette fiscale qui est des biens non résidentiels. Batters, c'est comme 40 bien non résidentiel, c'est fois 1,7. C'est des revenus qui rentrent. Mais est-ce qu'on voudrait avoir, dans 10 ans, que ça soit 10 comme objectif? Puis le parc industriel, est-ce qu'on veut doubler la superficie? Ça nous permet après ça d'aligner nos politiques d'incitatifs économiques. Si on dit qu'on veut doubler notre parc industriel, ça veut dire, on va acheter des terrains. 2, on va aller chercher des fonds pour apporter les services à ces terrains-là. Puis 3, c'est quoi les incitatifs qui vont nous permettre de remplir les terrains? Ensuite, tout au niveau de la population, on le fait avec les CHL. On a des permis à peu près pour 146 logements pour cet été. Puis ça, c'est sans compter la centaine qu'on a eu l'année passée.
Puis juste le projet d'Habitat Soleil, s'il va de l'avant, 250 logements pour l'année prochaine. Donc, ça veut dire, OK, on ajoute de l'assiette fiscale, mais on ajoute des citoyens qui ont besoin des services, puis qui ont besoin, de dépenser leur argent. Est-ce qu'on a besoin, des magasins différents? Quelle sorte de services qu'ils ont besoin? Quelle sorte de loisirs qu'ils ont besoin? Ça va nous aligner sur nos plans maîtres en loisirs, sur nos objectifs, et ainsi de suite. Donc, il faut se donner des cibles, qu'après ça, ça va guider le travail du conseil et le travail des employés pour arriver à dire, bon, ben, Vincent, c'est ça tes priorités, parce que c'est ça qu'on s'est dit, les cibles qu'on devait atteindre dans 10 ans. So, essentiellement, j'ai besoin des chiffres. Moi, les chiffres que je vous ai proposés, je pense, sont atteignables. Honnêtement, 18 000 de population en 10 ans, ça veut dire un monde de 3 000. Bathurst a eu un virement de sa croissance. Au dernier recensement, c'était 300 personnes. C'est 300 par année. Ça veut dire une centaine de logements à 2 personnes. Ça veut dire qu'on est à 200. À un moment donné, on va faire ça un plateau. Là, mais de doubler le bien non résidentiel 8 à 10 %, moi, ça, je pense que ça, c'est réalisable. Puis doubler le parc industriel, ça, moi, je pense que ça, c'est réalisable. Pour plusieurs raisons, là, je pense, si ça se développe à Belle-Dune, ça va être de l'industrie lourde. Nous, on est à proximité. Ça va être de l'industrie légère. Mais si on peut aller chercher des manufactures, de la transformation, vous savez tout ce qui se passe aux États-Unis et pour les 4 prochaines années, tout ce qui va se passer, je crois qu'il va y avoir des incitatifs au Canada qui vont encourager le développement à l'intérieur du pays. Puis, en plus, les barrières tarifaires à l'intérieur du pays vont être soulevées. Ça risque... L'économie va changer. Donc, c'est ça que j'aimerais avoir de vous. Comme ça, on peut donner cette information à Véronique, l'urbaniste, qu'elle inclut dans l'introduction du plan municipal. Puis quand on va venir à le voter dans les 3 lectures, puis on va en faire une présentation à nos citoyens. Mes citoyens ils disent, OK, Belleville, ils veulent augmenter la population. La cible, c'est 18 000. On veut doubler l'assiette fiscale, la part non résidentielle, puis on veut doubler le parc industriel. Au moins, les gens sont informés, puis qu'on va comprendre la réflexion ou le rationnel des décisions du conseil dans les 10 prochaines années. C'était ça que... Puis, je sais que l'urbanisme nous met un peu de pression d'avoir ces informations-là, parce qu'elle veut commencer à faire approuver les documents. Vous avez entendu le directeur. On avait glissé un mot à la dernière réunion. Vous avez demandé de réfléchir à ça. Je sais que le premier chiffre qui avait été mentionné, c'était 20 000. Je trouvais que c'était un peu haut. C'est plus réaliste à 18 000. Dans les commentaires ou dans les explications du DG, ça va directement en ligne avec les besoins d'une municipalité. Une municipalité, tu as besoin d'assiette fiscale pour tes revenus, tu as besoin de population pour générer ces assiettes fiscales-là puis ces revenus-là. Puis lorsque tu as une population, puis tu offres des services. Donc, les 3 points, à moins que vous avez... J'ouvre le plancher à d'autres choses qui peuvent être ajoutées, mais c'est... Moi, je le vois parfaitement dans les objectifs là, pour un plan municipal. Sur ça, avez-vous des questions, des commentaires, des ajouts sur qu'est-ce qui a été mentionné par le directeur? Joël. Bon, vu que c'était le temps de jaser, j'avais pensé à dire, est-ce que je ne suis pas certain du nom, mais est-ce que ça ne prendrait pas au moins des infrastructures majeures réparties dans au moins une dans chaque quartier de la municipalité? Par majeur, je ne parle pas uniquement en termes de budget, mais en termes de services que ça rend à la population. Prendre l'exemple de, comme je représente un quartier d'anciens DSL, de amener de la vie dans les anciens DSL. Je reprends l'exemple des parcs. Ça pourrait être important pour les résidents.
ça pourrait être, entre guillemets, facilement faisable sans que ça coûte trop cher. C'est pas un projet de 10 millions, mais ça permettrait d'amener de la vie dans ce coin-là. On pourrait faire peut-être pareil au niveau de tout ce qui était à Alcida, développer quelque chose qui répond à ces résidents-là et qui pourrait compléter un petit peu ce qu'on retrouve ailleurs sur le territoire, dans les anciens quartiers, au niveau de Beresford, Petit Rocher, développer Pointe-Verte également, que la ville s'équilibre un petit peu, que ça ne penche pas uniquement vers les quartiers qui sont plus densément peuplés. Donc après, en termes de nombre, est-ce que c'est une ou deux ou plusieurs, mais avoir un développement homogène dans les quartiers, je m'étais dit, est-ce que c'est smart? Ça m'avait l'air à première vue. Je pense que oui. Vous avez noté ça, M. le directeur? Vous allez pouvoir lui trouver un twist? Oui, non, c'est bien. Ça nous force justement à penser à avoir une répartie des projets. Si je pense, le projet de la véloroute, puis en combinaison avec la nouvelle piste motoneige, la véloroute, qui serait de l'ampleur de celle de la péninsule, de l'intérieur des terres, pavés, ainsi de suite. Ça donne un exemple d'un projet d'envergure. Oui, je pense que ça nous force. Parce que vous avez raison. On a des infrastructures existantes municipales dans les anciennes municipalités. C'est un fait. On n'en a pas dans les anciens DSL parce que c'était pas les anciennes municipalités. Puis c'est soit qu'on met de l'argent pour les maintenir ou les rénover parce qu'ils sont rendus à mi-vie, ont 40, 50 ans. Mais on ne crée pas nécessairement de nouvelles infrastructures dans les anciennes municipalités, mais il y a un déséquilibre, en effet. Avec la réforme, ça a créé ça. Je pense que ce serait un bel objectif à... Je vais essayer de le trouver, la formulation. Je vais vous l'envoyer. Mais je pense que c'est réaliste. Anne? Je suis entièrement d'accord avec Olivier, Monsieur Olivier. Je voulais aussi ajouter, je pense que je l'avais mentionné dans notre réunion, que c'est important de faire des infrastructures pour les familles, parce que quand les compagnies viennent s'installer dans les parcs industriels, puis les grosses compagnies, la première chose qu'ils regardent, c'est qu'est-ce qu'il y a pour attirer leur famille et leur compagnie en région. Je pense que c'est important de regarder de ce côté-là, les familles, puis l'hébergement aussi. Mm-hmm. On est faible en hébergement. Oui, je suis d'accord des restaurants, mais toutes ces petites choses-là, si on peut essayer d'attirer ces entreprises-là, que ça va nous aider à atteindre notre but au niveau de la population. C'est tout. Si je comprends, au lieu de dire, on peut dire 18 000 habitants, mais formés de X nombre de familles, donc c'est quand même 18 000 habitants, mais si tu as mis le mot famille, ça va encadrer les différentes activités qui vont avoir lieu là, tout le tour de cet objectif-là. C'est les nouvelles tendances que les grosses compagnies, ou comme je dis, ils viennent s'installer à des endroits où les familles ont du divertissement qui vont rester. D'autres commentaires? Olivier? Ronnie, non? C'est bon? Oui, OK, vas-y, Ronnie. OK. Il y aurait une question des arrêtés, l'harmonisation des arrêtés municipaux. Nous autres, on a comme exemple à Pointe-Verte avec nos terrains qui est sur le bord de la côte. On a présentement 28 terrains qui restent sur le bord de la côte. De ces 28 terrains-là qu'on peut construire des propriétés, on a un arrêté à Pointe-Verte qui est différent, qui permet de l'installation des maisons mobiles. À Bedford, je pense qu'ils ont mis à jour les arrêtés là-dessus. J'aurais l'impression qu'il devrait y avoir une arrêté qui est semblable de Bedford à Pointe-Verte. Puis après ça, nous autres, ça nous permettrait, il reste encore, mettons, des 14 terrains que le monde pourrait voter dessus, plutôt que mettre des roulottes, parce que quand tu mets des roulottes, ça te rapporte 600 $ par année. Si tu mets une maison, ça te rapporte 3 000 à 4 000 $ en taxes par année. Ça fait c'est important qu'on valorise ça, les propriétés côtières. Je pense qu'on va couvrir ça dans le plan de zonage. Dans l'arrêté de zonage, c'est couvert avec la nouvelle map proposée des différentes zones de zonage. Le nouveau plan municipal. Avec le nouveau plan municipal devrait couvrir ça, Ronnie. Devrait couvrir ça. Oui, puis, oui. Mettre un standard à la grandeur de la région au complet. Là. Oui.
Oui. Puis au niveau, nous autres, au parc à classe, mais je parlais avec le propriétaire, là, il va continuer à faire du développement, il veut faire un terrain de camping, il veut réouvrir son restaurant. Mais là, il est en attente un peu. Nous autres, ça va être un de nos pôles à Pointe-Verte. On a aussi la coopérative La Barque que la province va, à un moment donné, nous transférer. On veut continuer de développer notre centre multigénérationnel. Probablement, premier, on parlait d'un terrain de pickleball. On a déjà un gymnase qui permet du pickleball, puis on utilise, puis je pense qu'on va être encore là, même si on développe un centre multigénérationnel plus gros, là, avec le projet qui nous avait été présenté. Ça fait qu'il faudrait juste améliorer probablement un peu, mettre l'argent un peu sur ces bâtiments-là pour être sûr qu'on continue dans cette direction-là, à développer pas juste un endroit, mais un peu partout dans la région. Puis Négadou, c'est la même chose avec le récréoplex. C'est important qu'on développe ça. Puis dans les parcs industriels, la seule chose, j'essaie de voir, la meilleure qu'on garde de ça, c'est-tu des développements industriels ou commerciaux, où il y a un peu des deux? Là, parce que là, on avait eu des demandes à un moment donné de bâtir un garage. Mais on a quand même des propriétaires le long de la route 134 qui ont des garages pour faire la réparation. Nous autres, on permet dans les parcs industriels de bâtir des garages, en plus qu'on donne le terrain. C'est déloyal, c'est pas équitable, tant qu'à moi, pour ces propriétaires-là qui ont des business là, sur la 134. Ça va falloir faire attention dans les parcs industriels, mettre une barre, qu'est-ce qui devrait être construit dans ça au niveau commercial puis industriel. Là. C'est qu'à ce soir, on n'est pas rendu là. On parle d'agrandir. La journée qu'on va vraiment faire face ou qu'on va avoir une décision d'agrandir, mais là, qu'est-ce que tu mentionnes aujourd'hui va être discuté. Là. Ce soir, c'est juste, est-ce qu'on est d'accord d'agrandir nos parcs industriels ou pas? C'est ça la question ce soir. Mais tu as raison, si on agrandit les parcs, il va falloir qu'on fasse des décisions à savoir de quelle façon on va les utiliser. Là. Parfait, merci. OK. Olivier. Développer les parcs industriels, oui, là, c'est parce qu'il faut développer l'emploi. Et je pensais aussi aller de 15 000 à 18 000 habitants, je trouve que c'est bien. 20 000, ça faisait beaucoup. 18 000, ça me paraît aussi beaucoup. Parce que je trouve déjà, si on pouvait se maintenir, ça serait déjà un bel effort parce qu'il y a beaucoup de seniors dans la région. Puis, mais arriver à 18 000, ça serait un beau projet. Est-ce que, j'ai déjà eu l'idée dans le passé, je ne sais pas si on en a déjà parlé, est-ce qu'on ne peut pas offrir des primes de naissance pour créer de la population aussi? Des primes de naissance aux gens qui sont propriétaires sur le territoire de Belle-Baie, qui font des enfants, et que ça leur donne envie de faire des enfants sur le territoire de Belle-Baie, de créer de la population aussi. Là, parce qu'on a besoin de renouveler... C'est sûr, si on donne cet objectif-là d'augmenter la population, il va falloir s'asseoir puis penser de quelle façon qu'on va le faire. C'est une excellente idée. Et on ne demande pas de donner des 1000 et des 100, mais un petit chèque pour faire un enfant, ça crée du commerce, ça crée des dépenses. C'est ce genre de... on a une réunion du comité de croissance jeudi après-midi avec la mise à jour du programme, des incitatifs. Je les prends en note. Là, au Québec, dans les années 90, il y avait une formule de prime de naissance. Madame Larivière. Ben, on ne s'est même pas parlé, puis mon point, c'était par rapport à ça, mais au niveau des garderies, je sais qu'on en avait déjà discuté à un moment donné, à savoir qu'est-ce qu'on avait sur notre territoire, un peu comme un genre d'inventaire d'endroits, puis des besoins aussi. Et puis là, si on veut aller vers faire venir les familles, il faudrait s'assurer qu'on a des places de garderie, puis je dis ça tout simplement parce que je connais quelqu'un qui va accoucher fin avril, puis qui a fait le tour, puis qui est sur des listes d'attente, mais qui n'a pas encore d'endroit. Je me dis, ah non, puis ça me surprenait un petit peu. Mais alors, peut-être de tenir ce sujet-là toujours vivant, si on veut, pour pas arriver trop tard, mais de suivre l'évolution, puis de savoir quels sont nos besoins maintenant pour les places en garderie, puis du nouveau-né jusqu'à tel mois, savoir qu'est-ce qu'il y a les disponibilités présentement dans la région et de s'assurer qu'il y ait des places dans l'avenir.
Excellent. D'autres commentaires? Ça, c'est des points qu'on va prendre en note. Si jamais l'objectif, c'est d'augmenter la population, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Les services qui viennent avec ça. Une population, si tu as 3 000 personnes de plus, c'est sûr qu'on ne construira pas des restaurants et des garderies pour 3 000 personnes l'année 1, là, mais il faut tenir compte du processus. D'autres questions, monsieur le directeur? C'est des éléments comme l'angle des garderies ne serait pas nécessairement un objectif du plan municipal, mais il faut que ce soit un objectif dans un plan à l'interne, au niveau des incitatifs, au niveau de... je l'ai pris en note. Joël. Moi, j'en lance un peu. Je me posais la question sur l'approvisionnement en eau. Qu'on avait juste Beresford qui avait un réseau, Petit Rocher. Je me dis si en Nigadou n'avait pas de réseau, si on a un bris vraiment très conséquent au mauvais moment, comment est-ce qu'on peut donner de l'eau à une grande majorité où il y a un gros bassin de population dans les quartiers? Est-ce qu'un objectif, ça serait de raccorder, de poursuivre le réseau de Beresford à Petit Rocher, connecter ça de façon à limiter notre dépendance à un bris majeur puis 10 à 15 ans, on voit la quantité de travail qu'il y a à faire, ça paraissait assez loin pour ça. Donc, beau projet de notre directeur de sécurité publique, en cas d'urgence. Et pour notre nouvel ingénieur également. L'ingénieur également. L'ingénieur également. Ils vont travailler de pair, ces deux-là. Mais c'est vrai. C'est déjà en étude. On a déjà une firme qui travaille sur ce dossier-là. Là, j'ai eu des questions du côté droit, du côté gauche. À un moment donné, moi, quelques coups me tournent de ce côté-là. Il semble figé là. Je n'ai pas manqué rien de ce côté-là. Non? Pardon? OK. Plus de questions? Puisque M. Doucette n'est pas ici, c'est à l'ordre du jour, annoncer la levée de la séance. On va prendre une pause de 5 minutes, puis on va aller à huis clos.